L'invité de la matinale. KTO Radio. Ce dimanche s'est conclue la COP 29 en Azerbaïdjan. Un accord a été trouvé. Les pays développés doivent verser d'ici 2035 285 milliards d'euros par an aux pays en développement pour qu'ils puissent investir dans les énergies bas carbone et l'adaptation de leur territoire au changement climatique. Alors que doit-on penser de cet accord ? Je pose la question ce matin à notre invité, le théologien protestant Martin Kopp. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur KTO Radio. Vous présidez la commission écologie et justice climatique à la Fédération protestante de France et vous êtes également membre de l'ONG interreligieuse Greenface. On reviendra plutôt en deuxième partie d'interview sur la contribution des chrétiens à la protection de la maison commune. Tout d'abord, sur cette COP 29, rappelez-nous quel était l'enjeu initial. Alors, les COP se suivent et ne se ressemblent pas. Il y en a qui sont plus techniques, d'autres qui sont des moments plus politiques avec tous les chefs d'État, etc. Et en l'occurrence, la COP 29 était une COP vers la COP de l'an prochain, la COP 30, qui aura lieu au Brésil, qui doit préparer un certain nombre de choses et en particulier qui devait poser un nouvel objectif pour les financements climat. Vous avez peut-être à l'esprit que les pays développés avaient promis 100 milliards de dollars aux pays en voie de développement pour les aider à faire une transition énergétique, mais aussi à s'adapter, à se préparer aux pertes et dommages qui arrivent. Ça, c'était jusqu'à 2025. Et là, l'enjeu, c'était de trouver un nouveau chiffre. Et là, on peut dire, pour avoir une formule un peu globale, dans un premier temps, que cette COP était, pour moi, tout à fait honteuse. Et certains ont dit une déception. Moi, je dirais presque que c'était une insulte aux pays et aux populations les plus pauvres et plus vulnérables. Vous avez cité le chiffre, je crois que dans le texte final, c'est un chiffre de 300 milliards même. De dollars par an, et il faut préciser d'ici 2035. Ça veut dire que ce n'est pas l'an prochain, en 12 mois, qu'il va y avoir plus de 100 milliards pour les pays les plus vulnérables. Ça va mettre une dizaine d'années, donc c'est un chiffre qui est extrêmement bas. Les pays en voie de développement réclamaient au moins 1300 milliards, et encore, on sait, même si les questions de quantification sont difficiles, vous avez certains papiers scientifiques qui mettent le chiffre sur la table de 5 000 milliards par an que ce que coûtera l'adaptation au changement climatique, parce que vraiment, les impacts maintenant deviennent absolument massifs. Et donc, quand vous comparez 5 000 à 300, vous vous rendez compte que là, c'est même pas un fossé, c'est... Je veux dire, la distance entre ce qui serait nécessaire pour faire face au réel d'un changement climatique qui s'accélère, dont des événements météorologiques extrêmes qui deviennent plus fréquents, plus intenses, pour des populations qui ne sont pas prêtes, qui ne sont pas équipées technologiquement, etc. Enfin, je veux dire, les pays développés, les pays les plus responsables historiquement, mais aussi des pays émergents qui ont aujourd'hui atteint un taux d'émission de gaz à effet de serre très important, ont clairement abandonné, là, dans cette COP, les populations les plus vulnérables. Donc c'est vraiment parmi les COP les plus décevantes de l'histoire. Comment expliquer cet écart entre les attentes, les besoins et le résultat final ? Alors, il se joue là un certain nombre de choses diplomatiques compliquées. Il y a plusieurs facteurs qui jouent. Un des éléments, ça a été là, en l'occurrence, explicitement dans cette COP. Alors on est dans des jeux de négociation, donc les parties arrivent à la table de négociation avec des lignes rouges, des lignes oranges, des choses qu'elles souhaiteraient être faites. Et par exemple, pour les pays développés, c'était de dire, pour qu'il y ait un chiffre très ambitieux, nous souhaitons aussi qu'aujourd'hui, la liste des bailleurs, des contributeurs à la finance climat, ce soit plus simplement les pays développés, mais aussi des pays qui, entre-temps, c'est-à-dire parce que la Convention sur le climat, elle a été posée en 92 à Rio, la première COP était en 95 en Berlin, le monde a changé entre-temps. Et puis, que ce soit la Chine qui est devenue le premier émetteur mondial et qui a aujourd'hui des capacités financières, ou des pays du Golfe comme l'Arabie Saoudite, ou des pays d'Asie comme la Corée du Sud qui ont des moyens financiers, pour les pays développés, vous voulez, si ces pays-là ne sont pas identifiés comme aussi bailleurs et bailleurs nécessaires, ils font partie des pays en ça développement. pose un problème. Pardon ? Ils font partie des pays qu'on dit en développement. On dit aujourd'hui émergents, mais il y a un jeu géopolitique parce que c'est des pays qui veulent être toujours considérés comme en développement, alors que si vous regardez le PIB par habitant et la contribution au changement climatique par habitant, clairement, ils rentrent dans des catégories qui sont proches des nôtres. Pour pas avoir à financer. Voilà, c'est ça. On est aujourd'hui dans un monde qui est multipolaire, qui est bien plus
nuancer que les deux gros blocs du Nord et globalement du Sud. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup parlent des Suds au pluriel parce que, effectivement, on ne peut pas comparer l'Éthiopie à la Corée du Sud. Ça, c'est une évidence. Mais d'en faire une limite de négociation et du coup de retenir les chiffres, etc., alors qu'il y aurait la capacité à trouver l'argent. Moi, s'il fallait nommer qu'un seul chiffre, il faut savoir que en subvention directe et indirecte des États au secteur des énergies fossiles, on estime que c'est 7 000 milliards par an. Et là, 7 on 000 parle de, milliards. et là, Donc, on parle de 300. Ouais. là, on parle de 300, et même ce qu'on aimerait trouver, c'est 1000. Et encore, c'est si on imaginait cesser graduellement des subventions directes ou indirectes au secteur qui aujourd'hui pose le problème. Et ça, c'est un deuxième point qui est absolument décevant dans cette COP, et même pire, hein, où la COP a fait un pas en arrière par la COP de l'an dernier. C'est que l'an dernier, pour la première fois, alors ça peut sembler incroyable, mais pour la première fois, il y avait mention d'une vision qui est de sortir des énergies fossiles. Et cette année, un des enjeux, c'était que, à minima, il n'y ait pas de recul sur ça et qu'il y ait réaffirmation de cet engagement-là et qui est ce langage. Ces deux mots énergie fossile, eh bien, ils n'y sont pas. Et même le texte qui était censé poser un chemin vers la COP 30 où les nations vont devoir poser sur la table de nouveaux engagements, puisque l'accord de Paris fonctionne avec des cycles de 5 ans et la COP 30 l'an prochain est celle où les pays doivent venir à la table avec des nouveaux engagements de réduction d'émissions. On voulait que la notion de sortie des énergies fossiles soit mentionnée parce que ça pose l'ambition, ça pose le cadre pour l'an prochain. Et bien, on n'a même pas de texte en fait sur l'atténuation. Et ce langage a disparu, ce qui est vraiment un signal très alarmant pour les 12 mois qui viennent, ou d'autant plus, et ça c'est un deuxième élément qui a joué dans la COP, c'est que Donald Trump a été élu aux États-Unis. Il n'est bien sûr pas encore à la Maison-Blanche, il faut attendre janvier. Cependant, sur les négociations, ça a déjà eu un impact avec les États-Unis qui ont été très en retrait, l'Union européenne qui n'a pas été capable, même si elle a poussé plus que d'autres, de prendre véritablement la place. Et on sait que dans ces COP, un des grands enjeux, ça reste quand même cette compréhension qu'il y a des responsabilités communes mais différenciées. Et là, on n'y est pas du tout avec les États-Unis qui se retirent, avec une Europe qui a du mal à se mettre en ordre de marche. Et ça a un impact sur les pays du Sud qui disent, écoutez, si les premiers responsables historiques ne portent pas l'étendard et ne répondent pas à leurs responsabilités, et en plus ne nous donnent pas les moyens, nous, de faire une transition énergétique et de nous adapter alors qu'on est en première ligne, n'attendez pas que nous, on rehausse l'ambition pour notre propre transition hors des énergies fossiles. Et dans ce contexte d'entente et d'accords internationaux complexes, quel est le poids des acteurs religieux dans la défense du climat ? De manière très large ou au sein des COP en particulier ? De manière très large, on va sortir un peu plus, on va élargir effectivement du cadre des COP. Oui. Alors, il y a là aussi un fossé entre ce que les religions pourraient amener et ce que les religions amènent. Surtout quand on a la formule les religions, c'est-à-dire qu'on pense à toutes les grandes traditions, lesquelles, selon les chiffres d'aujourd'hui, représenteraient 80% de la population mondiale. Et en ayant à l'esprit que si vous prenez ensemble église, temple, synagogue, etc., vous avez des lieux religieux avec des personnes avec une autorité religieuse qui s'expriment dans tous les villages et toutes les villes du monde. Donc les religions sont la plus grande ONG sur la planète. On pourrait être un levier massif, mais on est aujourd'hui un tout petit acteur, hein, il faut se dire les choses. Dans le monde chrétien, c'est la tradition la plus avancée. Alors, il y a plein de raisons à ça. Une des raisons, c'est qu'on a été accusé, vous vous souvenez peut-être, fin des années 60, début des années 70, d'être une tradition à l'origine de la crise écologique, puisque, fameux Genèse 1,28, dominait la Terre, soumettait les autres êtres vivants, etc. Donc, c'est nous qui nous sommes mis au travail le plus vite, théologiquement. Et il faut dire qu'on a des labels écologiques pour les paroisses, en France, Église verte, mais ailleurs, depuis 30 ans, en Allemagne ou aux États-Unis ou autres, il y a des choses qui existent. On a dans le mouvement de désinvestissement des énergies fossiles des acteurs religieux qui sont la première catégorie d'acteurs, et donc à côté du fonds norvégien souverain ou à côté de la fondation Leonardo DiCaprio, vous avez le Conseil œcuménique des églises ou la Fédération luthérienne mondiale ou des institutions catholiques, des diocèses, etc., qui ont désinvesti. Vous avez des gens qui sont au travail dans les temps liturgiques. Il y a tous les ans, de manière œcuménique, du 1er septembre au 4 octobre, un temps pour la création. Donc, il y a des choses qui sont faites, mais ça n'a pas encore, même dans notre tradition à nous, ça n'a pas atteint, entre guillemets, la foi
du croyant commun. Ça n'a pas atteint l'ensemble des institutions. Il y a un atterrissage très hétérogène selon les lieux. Il y a quand même encore toujours ce frein de oui, mais là, on touche à un enjeu politique et ça pose la question du rapport foi politique. Jusqu'où est-ce qu'on va, jusqu'où est-ce qu'on va pas. Et puis aussi, il y a une question de hiérarchisation des enjeux, même dans les endroits où, oui, on va travailler sur l'écologie, il faut même utiliser un autre mot, c'est-à-dire vous disiez tout à l'heure la protection de la maison commune ou alors la protection de la création et des autres créatures dont on reconnaît aujourd'hui théologiquement qu'elles ont une valeur propre, une valeur intrinsèque, qu'elles sont précieuses aux yeux de Dieu, que la première bénédiction biblique de Dieu, c'est pour les animaux non humains et pas pour les humains. Enfin voilà, il y a eu un vrai changement théologique, mais il n'a pas encore atteint le même niveau d'éminence, on va dire, dans la foi de tous les jours et l'engagement concret de tous les jours des églises. Et les autres traditions religieuses, s'il y a des initiatives et des précurseurs, c'est vraiment pas encore quelque chose qui est entré dans les institutions. Une tradition clé, ça serait l'islam, 1,6 milliard de personnes autour de la planète. C'est pas encore un véritable enjeu. Et un dernier mot, Martin Kopp, je l'ai dit en début d'interview, vous êtes théologien protestant. Quel est le rapport des protestants et votre rapport à l'écologie intégrale du pape François ? Oui. De manière générale, c'est pas une formule que nous on utilise. Moi, je l'ai utilisée, je la fais volontiers mienne pour porter cette idée qu'il ne faut pas séparer les thèmes en silos. Il n'y a pas d'un côté l'écologie, de l'autre côté le travail sur les exilés, la migration forcée, de l'autre côté le travail pour la pauvreté, de l'autre côté la justice de genre, en particulier pour les femmes, dont on sait que c'est les premières victimes des changements climatiques. Quand on dit les plus pauvres, il faut avoir à l'esprit que 70% des plus pauvres dans le monde, ce sont des femmes. Que lorsqu'il y a un événement météorologique extrême, les femmes ont 14 fois plus de chances d'être tuées que les hommes, pour plein de raisons. Enfin, il y a un vrai enjeu de justice de genre, et c'est de comprendre que tout ça est intégralement lié. Et qu'il y a un enjeu intégral où lorsque vous tirez sur un fil, vous tirez sur l'autre et vous ne pouvez pas dire ok, d'abord on s'intéresse à l'un, puis on s'intéresse à l'autre. Non, si vous êtes au travail pour éviter les migrations forcées et accueillir les exilés, en fait déjà aujourd'hui, plus de 50% des migrations forcées dans le monde sont pour des raisons environnementales. Et demain, la première raison, c'est le changement climatique. Donc il faut comprendre que ça, c'est un des refrains de l'encyclique Laudato Si, tout est lié. Et nous, on le fait parfois nôtre du côté protestant, et moi, je l'ai fait en français dans mon ouvrage pour porter ça, mais pour aller aussi un pas plus loin, parce que j'ai mentionné la question de la justice de genre et vient avec l'écologie intégrale, pas simplement la lutte contre la pauvreté, mais aussi le démantèlement du patriarcat. Il y a une masculinité qui est toxique et qui est dominatrice aussi vis-à-vis de la nature féminisée et de la création féminisée. Et il y a ici un enjeu d'aggiornamento sur ça aussi des églises, mais aussi la question raciste et la question coloniale. Le monde est encore organisé de manière coloniale et très largement, ce qu'on voit aussi en jeu, c'est un suprémacisme blanc qui demeure. Et il faut travailler sur ces enjeux-là. Et donc voilà, de comprendre qu'en réalité, il y a des enjeux de rapport de domination et de hiérarchie entre des groupes humains et que ce n'est pas simplement un rapport à la nature ou aux autres êtres vivants, mais qu'il faut démanteler des systèmes d'oppression dans nos sociétés. Merci Martin Kopp. Je cite votre ouvrage L'écologie intégrale vers une théologie épanouie aux éditions Labor et Fides. Il est sorti en fin d'année dernière. Merci d'être revenu avec nous sur cette COP 29 en Azerbaïdjan. Je rappelle que vous êtes théologien protestant, engagé notamment dans l'ONG interreligieuse militante protection de l'environnement Greenface. Merci à vous. Bonne journée. Merci.